Bonjour Hélène, bonjour à tous. Merci à Roland et à l'ANCT d'avoir réuni cette deuxième réunion du Cercle de la sobriété foncière qui pour nous est évidemment un laboratoire très intéressant. Roland et Hélène m'ont demandé de faire un point d'étape rapide sur les débats relatifs au projet de loi climat-résilience. Je vais vous partager mon écran parce que j'ai essayé de résumer en 3 diapos là où on en était. Il faut juste qu'on puisse me donner la main. Ouais, sinon, on a vos diapos directement, si vous préférez. Et ben, dans ce cas-là, parfait. On y va. Alors, juste que je puisse du coup switcher pour voir l'écran. J'y arrive pas. C'est pas grave. On va faire autrement. Donc... Sinon, je vous ai donné l'autorisation si vous avez besoin. Parfait. Je vous remercie. Très bien. Alors, assez rapidement, vous rappelez que ce projet de loi climat-résilience s'inscrit, tout comme évidemment les travaux qui nous réunissent aujourd'hui dans la feuille de route du gouvernement visant à atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un premier jalon assez ambitieux qui consiste à réduire de moitié le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10 prochaines années. Donc, la feuille de route du gouvernement était, vous vous en souvenez, composée de 3 axes complémentaires. Un premier sur l'observation, la communication autour de ces enjeux. Le deuxième autour de la planification et l'encadrement des projets et des documents de planification devant prendre en considération ce nouvel enjeu de zéro artificialisation nette. Et le troisième axe qui, évidemment, est au cœur des travaux qui nous réunissent aujourd'hui, qui est sur l'accompagnement et la valorisation des actions territoriales en faveur de la sobriété foncière. Donc, dans les 3 diapositives suivantes, je me contenterai finalement de présenter l'état des débats au Parlement sur ces 3 axes, en rappelant également les mesures du plan de relance qui y sont associées. Donc, sur le premier axe, observer, communiquer, dans le projet de loi qui a donc été adopté à l'Assemblée nationale et qui est en cours de débat au Sénat avant de passer dans la navette à la commission mixte paritaire et de réatterrir en deuxième et dernière lecture à l'Assemblée nationale, figure tout d'abord la définition de l'artificialisation, une définition du processus qui est de transformation des sols naturels, agricoles et forestiers en référence à l'atteinte aux fonctionnalités des sols, et non seulement, comme c'est le cas aujourd'hui dans le Code de l'urbanisme, en référence à la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé d'une logique uniquement surfacique à une logique fonctionnalité. Et cet article du projet de loi insère également l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols dans les principes généraux du Code de l'urbanisme, que doivent ensuite respecter les chapitres suivants du Code et toutes les décisions qui sont prises en application du Code de l'urbanisme. S'agissant de l'observation, il y a un certain nombre de dispositions dans le projet de loi qui visent à mieux mesurer l'artificialisation pour vérifier qu'on suit bien et qu'on atteint bien la trajectoire qui a été fixée par le texte. Il y a notamment une obligation de production d'un rapport annuel ou bisannuel par le maire ou le président de l'Interco sur l'artificialisation des sols, rapport qui a vocation à être délibéré en conseil municipal ou communautaire. Et il y a eu également des articles qui ont été introduits par les députés à l'Assemblée nationale visant à généraliser les observatoires locaux du foncier et de l'habitat adossés au PLH avec l'appui des établissements publics fonciers et des agences d'urbanisme pour tenir à jour, si je puis dire, ces observatoires locaux. Donc, évidemment, tous ces articles font l'objet de nombreux débats, de nombreux amendements, en particulier sur non pas tant la définition du processus de l'artificialisation, qui semble aujourd'hui assez consensuel, mais plus sur la définition du bilan du zéro artificialisation net, c'est-à-dire à l'échelle des documents de planification, à l'échelle des documents d'urbanisme, qu'est-ce qu'on met dans le flux d'artificialisation et dans le flux de désartificialisation pour atteindre cet objectif à terme. Donc, je rappelle qu'il y a eu un certain nombre de mesures d'accompagnement qui ont été déployées par le gouvernement et ses partenaires,
avec un portail national de l'artificialisation des sols, qui met à disposition non seulement les données fiscales retraitées des fichiers fonciers, mais également progressivement les données d'occupation du sol à grande échelle, au CSGE. Et avec l'aide du CEREMA, des outils numériques sont en cours de déploiement pour que les collectivités puissent se doter plus facilement de stratégies foncières et d'outils d'identification des gisements fonciers, qui est un des points fondamentaux de l'expérimentation menée par l'ANCT avec l'appui du PUCA et de la DHUP. Sur le deuxième axe, qui vise à mieux planifier et mieux encadrer l'artificialisation des sols, le projet de loi Climat Résilience comporte un certain nombre de mesures. Bon, tout d'abord, il inscrit la trajectoire de réduction du rythme de l'artificialisation dans les documents de planification régionaux que sont les SRADET, le SDRIF, les SAR et le PADUC. Et ensuite, il prévoit une déclinaison dans les documents d'urbanisme infrarégionaux que sont les SCOT, les PLU, PLUI et la carte communale. Il y a également la clarification que pour les 10 prochaines années, l'objectif de réduction de moins 50% porte non pas sur l'artificialisation en tant que telle, mais bien sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est une donnée que les collectivités savent aujourd'hui mesurer, puisque finalement, elles avaient à dresser un bilan de cette consommation dans les bilans des SCOT et bilans des PLU tous les 6 ou 9 ans, selon le document dont on parle. Ensuite, il y a tout un mécanisme, évidemment, de disposition transitoire avec un calendrier détaillé de mise en compatibilité des différents documents de planification et d'urbanisme. 2 ou 3 ans pour les documents de planification régionale, 5 ans pour le SCOT, 6 ans pour le PLU. Et ont été adoptées à l'Assemblée nationale plusieurs mesures complémentaires qui visent à renforcer la prise en considération de cet enjeu de sobriété foncière dans les PLU, notamment avec des échéanciers programmatiques dans les OAP, le renforcement de la mise en valeur des continuités écologiques dans les mêmes OAP, un bilan de consommation foncière qui passe de 6 ans à 9 ans, etc. Bon. À l'échelle du projet, et non plus seulement à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme, il y a eu également des ajouts par les députés visant à mieux prendre en compte l'artificialisation dans l'évaluation environnementale des projets qui sont soumis à études d'impact, mais également un renforcement des conditions de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale, notamment pour faire écho au débat sur les périphéries commerciales et sur le moratoire souhaité par la Convention citoyenne pour le climat quant aux centres commerciaux périphériques qui continuent à artificialiser des sols. Bon, les débats sont en cours, évidemment, sur cette question de territorialisation de la trajectoire, c'est-à-dire comment est-ce que ce moins 50 est bien décliné en prenant en considération les efforts passés des différents territoires, mais également leurs besoins de développement au regard du dynamisme démographique ou économique, mais également du désenclavement des territoires ruraux. Et puis, évidemment, la question des autorisations d'exploitation commerciale continue à faire débat et c'est aussi nourri d'une réflexion plus large sur la logistique territoriale et la logistique urbaine, ainsi que la place du e-commerce dans ce maillage territorial. Plusieurs mesures d'accompagnement sont prévues, mais surtout pour bien expliquer la norme, avec un premier guide des bonnes pratiques qui est mis en ligne et qui aura vocation évidemment à se nourrir en fonction des dispositions qui seront votées au Sénat, puis en dernière lecture à l'Assemblée. Dernière diapositive, mais tout aussi importante, le projet de loi comprend un certain nombre de mesures visant à mieux accompagner les territoires s'engageant dans un objectif de sobriété foncière et à valoriser leur action. Alors tout d'abord, comme on sait qu'il est plus compliqué et plus coûteux de recycler la ville sur la ville que d'étaler la ville, il s'est agi de proposer des mesures pour renforcer l'ingénierie territoriale au service des collectivités. Donc, en particulier, il y a eu 2 amendements qui ont été votés, l'un pour faciliter l'extension des établissements publics fonciers et l'autre des agences d'urbanisme, notamment dans les secteurs de contrat entre l'État et les collectivités, en particulier les ORT et les PPA, les projets partenariaux d'aménagement. Par ailleurs, il y a un certain nombre de leviers qui ont été donnés aux autorités locales pour mieux inventorier d'une part,
caractériser d'autre part et enfin requalifier les zones d'activité économique, notamment de pouvoir requalifier les zones d'activité économique obsolescentes, vacantes, qui ne répondraient plus effectivement à des objectifs de restructuration portés par des ORT ou des PPA. Un certain nombre d'aménagements de dispositifs fiscaux et budgétaires sont portés non pas par la loi climat-résilience, mais par les lois de finances pour inciter à une plus grande sobriété foncière. Il y a eu notamment une réforme de la taxe d'aménagement et il y a eu des abattements de plus-value immobilière qui ont été consentis pour de la surélévation ou pour des opérations de recyclage dans les PPA ou les ORT. Enfin, le projet de loi organise toutes sortes de mesures pour renforcer le cadre contractuel des ORT et des projets partenariaux d'aménagement, pour faciliter la maîtrise foncière des collectivités dans ces territoires de contrat, pour simplifier les procédures et pour encourager aussi à une fiscalité plus avantageuse en faveur du recyclage foncier. Donc, toutes ces mesures font également l'objet, évidemment, de débats parlementaires. En particulier, il y a un débat qui fait la navette entre l'Assemblée et le Sénat sur l'opportunité d'introduire des conventions de sobriété foncière qui finalement permettraient de rassembler dans un cadre de discussion les différents moyens d'observation, de mesure, de contrat pour encourager les acteurs publics vers l'atteinte du zéro artificialisation nette, sans préjudice évidemment des obligations qui s'imposent aux documents d'urbanisme et de planification. Donc, les mesures d'accompagnement du gouvernement sont bien connues de vous, je pense. Il y a eu tout d'abord des subventions dans le plan de relance, avec le déploiement du fonds Friche, doté désormais de 650 millions d'euros, avec une première tranche de 290 millions d'euros qui a été d'ores et déjà engagée, avec désignation des lauréats il y a une quinzaine de jours. Le redéploiement du coup des 360 millions d'euros restants est en cours pour une nouvelle salve de lauréats dans l'ensemble des territoires. Il y a par ailleurs l'aide à la relance de la construction durable qui vise à attribuer des subventions aux maires qui délivrent des autorisations d'urbanisme plus denses que la moyenne de la catégorie de territoire auquel ils appartiennent. Donc ça, le décret devrait être publié de façon imminente dans les prochaines semaines, mais d'ores et déjà, tout le dispositif est bien expliqué sur les sites du ministère des Finances et du ministère de l'Écologie. Et enfin, il y a évidemment une forte volonté de l'État de faire émerger des démonstrateurs de la sobriété foncière. Nous en sommes l'illustration dans ce cercle réuni aujourd'hui, avec évidemment les programmes de la NCT, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, mais également la démarche portée par la ministre Emmanuelle Wargon intitulée « Habiter la France de demain », dans lequel, en dehors des campagnes écoquartiers, ateliers des territoires, de l'AMI, notamment sur les sols vivants et de l'appel à projet de l'ADEME, on a eu une annonce par le Premier ministre le 17 mai dernier d'un nouveau programme d'innovation dans le cadre du PIA4, du plan d'investissement d'avenir, programme d'innovation urbaine doté de 300 millions pour penser précisément les formes urbaines denses et désirables de demain. Voilà, j'ai été un peu long, mais ça vous permet d'avoir un panorama des discussions. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Je propose que, en donnant la parole à Pierre Gerlier, je vous souhaitais évoquer deux choses et puis même une troisième. Quand effectivement, d'ailleurs dans l'éditorial du guide ou du document que co-signé avec Anne Peskin et toi, Jean-Baptiste, nous parlons de juste proximité ou de proximité choisie. Je pense que ça révèle un peu mieux ce qu'on souhaite faire en disant une ville plus dense, mais en même temps plus naturelle, plus ouverte, et effectivement intégrant des formes nouvelles d'aménagement urbain et de formes de logement qui concilient à la fois le soin individuel et puis éventuellement la mutualisation de fonctions ou d'espaces collectifs. Et donc, je crois que c'est effectivement tout l'intérêt des travaux que nous avons menés. Merci pour les précisions que tu as données sur les dispositions renforçant les ORT. Je me permettais simplement de signaler aux élus et aux collectivités que j'ai moi-même, et en travaillant avec la DHUP, donc nous verrons quels seront les arbitrages finaux. D'ailleurs, le projet de loi 4D va aussi traiter d'un certain nombre d'améliorations des ORT, dont j'assure le pilotage en interministériel, et que
J'ai fait des propositions, bien sûr, avec les services de la DHUP pour ce que j'appellerais de manière un peu raccourcie des ORT vertes, c'est-à-dire d'en faire un instrument de contractualisation entre les collectivités, villes et agglos et l'État déconcentré, c'est-à-dire le préfet, pour, en échange d'un engagement dans la réduction de la trajectoire de zéro artificialisation, l'État accorderait en tout cas un soutien, un accompagnement plus fort. On pense à la rénovation, mais aussi à la construction neuve, dans les dents creuses, dans les friches, etc. En tout cas, c'est le sens des propositions que nous avons écrites. Bien sûr, je ne préjuge pas les arbitrages gouvernementaux et parlementaires finaux, mais c'est pour vous dire que l'ORT va être de plus en plus un instrument très opérationnel qui est déjà à la disposition des collectivités. La plupart des villes ACV sont aujourd'hui dotées d'une ORT, mais que tant par le projet de loi climat résilience que par le projet de loi 4D, donc qui va démarrer au Sénat en juillet, nous avons la volonté d'enrichir ce dispositif à la disposition des collectivités. Et en ce qui me concerne, je suis très allant et très volontariste pour en faire un instrument, je dirais, d'accord entre l'État et les collectivités, mais sur le terrain, sur des objectifs de sobriété foncière, et que l'État, dans ce cas-là, encouragera, y compris la construction neuve, dans des marchés détendus. Voilà, je ne vais pas développer, sinon on va empiéter sur les tables rondes. En saluant Pierre Gerlier, je salue bien sûr les élus des villes et agglomérations de Poitiers, Draguignan et Angoulême. J'ai eu le plaisir d'aller dans ces 3 villes avec Hélène Pesquine, et en tout cas, je remercie les élus pour leur accueil et je les félicite pour leur engagement dans ce grand défi. Voilà, Pierre Gerlier, c'est à vous.